messieurs, saison 5, c'est ça. Saison 5, épisode 55. On est chanceux, 555. On est content. Écoute, moi, c'est incroyable. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. 5 ans qu'on est ici en studio, 5 ans de la retenue. Ça a changé beaucoup, ça a évolué. Mais saison 5, ça risque d'être un des meilleurs. Et on commence ça en feu cette saison. On commence ça vraiment en feu. On reçoit Anthony Gibault. Salut, Ryan. Salut. Content d'être là. Écoute, je suis content de te parler parce qu'on a beaucoup de choses à discuter au niveau de ton parcours. La retenue, on parle d'entrepreneuriat. Des gens qui sont de différents secteurs, on accomplit différentes choses. Okay. Donc, on a la chance de parler de ton parcours. Mais pour commencer, la première question à tout le monde, toujours. Ça tombe bien, je pensais que tu allais me parler de mon bulletin, puis il n'est pas très fameux. Là, écoute, on s'en va là pour commencer. La première question, c'est as-tu déjà été en retenue à l'école? Oh boy! Ton parcours d'école, c'était du classique ou est-ce que tu étais un peu plus do it on my own? Tu rentres dans le vif du sujet. On rentre direct, là. Écoute, Ryan, en toute transparence, mon parcours scolaire est un peu atypique. J'ai fait beaucoup de retenues. Je suis même allé à un certain stade en répit. Ça, c'est juste avant de t'envoyer à DPJ. Ils te mettent dans une classe de 4 personnes, puis c'était trop turbulent. Ouais. Puis la raison pourquoi j'étais turbulent, on en reparlera plus tard, mais j'imagine que j'ai eu une enfance, je dirais pas difficile. J'ai eu la chance de grandir dans une belle famille, mais j'ai eu quelques difficultés familiales du côté de mon père. Fait que bon, ça me brassait un peu. Puis en même temps, je trouvais que l'école, c'était trop long. Je comprenais un peu plus vite que les autres, puis genre, il fallait que ça avance. Fait que c'est ça. La morale de l'histoire, c'est que j'ai décidé de lâcher le secondaire en secondaire 3. Ouais. Puis le déclencheur de ça, c'est que justement, je sais pas, on appelle ça des TDAH aujourd'hui, puis on leur donne plein de médicaments. Moi, j'en ai jamais pris, puis je suis vraiment fier. Il faut qu'on cadre tout aujourd'hui. Tout doit être cadré. Il faut donner un nom à n'importe quoi. Exact. Puis pourtant, c'est juste un surplus d'énergie. Aujourd'hui, Ouais. je le réalise, puis je le considère comme plus une qualité que quelque chose de négatif. Mais ceci étant dit, c'est que je n'étais pas capable de faire juste une chose. Fait qu'en secondaire 3, je me suis mis à travailler chez Future Shop à l'âge de peut-être 15 ans. Ouais. Puis j'ai littéralement gagné 2 fois plus que ma mère la première année que j'ai travaillé là-bas. Donc, à peu près 100 000, 120 000 de revenus pour un petit jeune de 15-16 ans qui vend des garanties prolongées derrière un comptoir de service. Fait que j'ai dit à ma mère, écoute, good start. Un good start. J'ai dit, il faut que je lâche l'école. Ça n'a pas de bon sens. Elle était très contre ça. Fait que je me suis inscrit je pense que ça s'appelait La Relève. En tout cas, quelque chose à Boucherville, une école privée. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que c'était très atypique. C'est-à-dire que je pouvais, au lieu d'aller dans le processus standard, mettons, d'une école grand public, j'avais un professeur individuel. Puis en dedans d'un an, je pouvais faire mon 4 et mon 5. Fait que concrètement, j'ai fini jusqu'à secondaire 5, mais parce que dans cette école-là, tu ne peux pas faire... Moins encadré, là. Moins encadré. Montessori, mais peut-être pas ça. Plus genre, on passe la matière plus rapidement. Parce que, tu sais, quand tu es dans un groupe, ce qui est super correct, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Vitesse, lowest denominator, c'est ça. Exactement. Fait que tu suis le groupe. Fait que j'ai pu aller plus vite, puis donc finir mon secondaire 5, mais j'ai pas mes crédits d'éducation physique. Fait que j'ai jamais eu le papier qui va avec. J'aime vraiment ça quand nos invités parlent un peu de leur parcours scolaire quand c'est atypique, parce que j'ai encore le feeling au Québec, et c'est pas pour dire qu'on est en train de prôner que va pas à l'école, puis let's go, lance-toi, va trouver un job à Best Buy. 100%. Mais que l'école n'est pas la réponse à tout, là, dans le sens que moi j'ai un parcours un peu plus classique. Là. J'ai fini l'université j'ai fini en actuariat. Nice. Mais je détestais ça, puis c'était plus pour la peur et du jugement de ma mère et de mon père que probablement que j'ai terminé. Et le fait que j'ai tellement mis de temps là-dedans, je vais juste finir, là, puis faire qu'est-ce que je veux après. Tant qu'à avoir été ici aussi longtemps, on va juste comme le terminer, avoir le mot du papier qui vaut rien finalement. Ça vaut quelque chose. Vaut rien. Ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Mais que, tu sais, en hindsight aujourd'hui, un peu, j'imagine comme toi, je retourne pour dire, j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, puis j'aurais été correct sans ce papier-là, mais c'était sécurisant quand j'avais 24 ans. Puis ça l'apprend à être organisé aussi. L'école, c'est cadré. Ça t'apprend un peu la vie, mettons, en général. Là, je parle dans gérer les gens, gérer les professeurs, gérer l'aspect social. Je pense que de ce côté-là, c'est important 100%. D'y aller. Mais c'est super parce que ça démontre qu'il n'y a pas une façon de se rendre à 100%. À notre objectif ou à l'objectif qu'on veut pour nos vies. Donc, aujourd'hui, on va commencer où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis on va reculer. Donc, aujourd'hui, tu as combien de groupes Gibault? Oui. C'est le nom de ta compagnie principale, parce que tu as plusieurs choses, mais j'imagine que c'est ton... c'est le holding. C'est le fonds d'investissement. On a construit, développé, vendu, fermé plus de 28 compagnies en date d'aujourd'hui. Je l'ai appelé
certaine époque mon laboratoire. Fait que je m'amusais à ouvrir des compagnies, je testais le marché. J'aime ça créer. C'est ce qui me manquait à l'école quand j'étais plus jeune. Je ne pouvais pas créer, je devais rester Comme dans un le cadre. incubateur, Genre, exact. Fait que j'ai parti autant des compagnies technologiques, des applications SaaS, une agence marketing avec plus de 850 clients, 140 quelques employés à son apogée. On a travaillé avec Trivi, Via Rail, la Coop Fédérée, écoute, puis plusieurs autres grands noms là, que j'épargne aujourd'hui. Mais la morale de l'histoire, c'est que... En très peu de temps. Là. On s'entend qu'on parlait de ton âge quand on a commencé, puis moi, je croyais que tu avais à peu près 40 ans, mais même pas, tu viens juste d'avoir 30 ans. Oui, exact. J'ai eu 30 ans cette année, le bonne 7 fête. du 7. C'est l'épisode 55, 5e saison. Regarde, on est allé. 7 du 7, écoute, on célèbre ta fête, ta 30e année sur Ouais. cette terre. Ouais. Donc, Groupe Gibault, puis aujourd'hui, une de t'es reconnue, on le voit pour le Groupe Gibault, la compagnie principale, t'es commanditaire d'un show que tout le monde connaît un peu. Ben, en fait, non. Puis c'est ça que je veux t'amener. Ouais. Groupe Gibault est un fonds d'investissement en soi qui gère 2 regroupements d'entreprises. OK. Ça fait que les 2 regroupements d'entreprises actuellement, qui est notre vision 10 ans, je fais beaucoup des visions 5 ans. Au début, je faisais ça, puis là, je suis plus à une vision 10 ans. Donc, je sais que de 30 à 40, on va se concentrer sur rendre accessible l'immobilier de 2 façons. Groupe Investir développe 850 chalets à terme, dont 340 quelques déjà vendus en construction ou livrés, donc au niveau du transactionnel. Puis de l'autre côté, on a Groupe Horizon qui, lui, fait du résidentiel. Sa mission, c'est de rendre accessible à nouveau l'accès à la première propriété. Puis, tu sais, Ryan, tout ce que j'ai créé dans ma vie est basé sur un besoin personnel. Tu sais. Puis, comme mon dernier wake-up call, c'était mes enfants ont 4 ans aujourd'hui, dans un marché immobilier qui, depuis 50 ans, double. Et au Québec, en passant à la maison. L'abordabilité. Ben, ça n'a pas de sens. La maison moyenne au Québec, actuellement, est à 580 000 versus le Canada à 1,2 million 80 000 à peu près. On est à la moitié du marché pan-canadien. Donc, inévitablement, je n'ai pas de boule de cristal, là, mais ça va continuer de monter. Au Québec, oui. On est d'accord. Toi, tu es un pro en hypothèque. Dis-moi ton avis. Crois-tu que ça va continuer de doubler aux 10 ans? Éventuellement, ça doit arrêter. Il risque d'avoir une correction. Ça dépend beaucoup des taux d'intérêt. Je pense qu'au Québec, si on parle de microéconomiquement au Québec, je pense qu'il y a de la place pour bouger. Est-ce que ça va doubler? Si l'environnement économique reste relativement stable, je pense qu'il y a une possibilité que ça double, mais j'ai des doutes que l'environnement économique va rester... 100%. stable. Donc, surtout les taux d'intérêt que moi, je les place très élevés d'ici quelques années, surtout avec l'inflation qui va revenir. C'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas un conseil financier. Dans mon cas, je suis capable de le dire parce que je suis licencié pour parler de l'intérêt. Donc oui, pour ceux qui nous écoutent, planifier un taux d'intérêt entre 5,5 et 7, entre 2027 à 2030 pour plusieurs années, ça serait logique à planifier dans cette direction-là, surtout avec qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'économie là, actuellement. Là, les gouvernements, l'endettement, qu'est-ce que les banques centrales vont devoir faire pour gérer le problème de manque de responsabilité au niveau des finances publiques. On est là-dedans. On ne veut pas trop rentrer là-dedans, mais si les gens, plus qu'on a... Tu vois, déjà, là, je me fais entrevue. Ça arrive tout le temps. Dans mon propre podcast, on rentre dans les affaires, mais on est à 110%. Les pays riches au monde sont à 110% du PIB au niveau de l'endettement. Ça n'a pas été aussi élevé depuis les guerres napoléoniques. Et puis, ça a pris l'Angleterre presque un 100 ans de s'en sortir au niveau de ses dettes à ses créditeurs. Oh, wow. Donc, c'est un réel problème. Dans un système aujourd'hui qui est vastement plus compliqué que ça l'était, on s'entend, durant la période de Napoléon. 100%. Beaucoup de misinformation, beaucoup de guerres politiques, de guerres géopolitiques, sociales. We're in for a ride. 100%. Mais le point est, mettons que je me trompe et que ça ne double pas, puis où on se trompe puis ça l'augmente de moitié, mes enfants de 4 ans aujourd'hui vont rentrer dans un marché immobilier à 14 ans. 14 ans. L'abordabilité va être très difficile, effectivement. Énormément. Ouais. Fait que, ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas Groupe Gibault qui commandite Occupation Double ou d'autres choses. C'est vraiment nos 2 regroupements d'entreprises qui se concentrent à 2 missions, qui est rendre accessible le chalet locatif. Ouais. Et de l'autre côté, on a 25 000 maisons à bâtir en 10 ans. Donc, Horizon pour les maisons. Puis l'autre groupe, c'était le nom encore... Investir pour les chalets locatifs. Investir pour les chalets locatifs. On parlait des deux projets. Tu peux tout parler. Puis juste en curiosité, c'est intéressant que tu sais, au niveau d'Occupation Double, pourquoi Occupation Double comme plateforme pour
pour ta mission? Est-ce que c'est à cause des yeux, beaucoup d'yeux, sur occupation double? Parce que, mettons que ta mission est mettons, d'éduquer ou de rendre disponible soit des chalets locatifs pour les investisseurs immobiliers ou soit des maisons pour les gens d'abordabilité. Est-ce que cette plateforme-là, c'est la plateforme idéale, selon toi, pour ta mission? Bon, mais mettons qu'on parle d'investisseurs. Tu as des bonnes questions aujourd'hui, j'adore. Je me sens comme à l'école. Mais la mission d'investisseur. On s'est rentré dedans. On est rentré dedans. Vas-y. Notre mission chez Investisseur, c'est de rendre accessible l'investissement en chalet locatif pour tout le monde, mais principalement les premiers investisseurs. Tu sais, qu'est-ce que tu achètes quand tu as une maison? Tu vas acheter un duplex, un triplex ou un chalet locatif. C'est à peu près ça ton environnement, ton écosystème. Puis comment le rendre accessible? C'est en éduquant, c'est en accompagnant. Fait que, tu sais, pourquoi j'ai choisi Occupation Double? C'est que j'ai réalisé moi-même la première fois que j'ai acheté un chalet. Puis pourquoi j'ai créé Investir en passant? C'est parce que je me suis construit un chalet avec ma conjointe, ma femme. Depuis 8 ans, on est ensemble. Puis on savait qu'on allait avoir des enfants. Puis tu sais, quand on a commencé le projet de notre chalet personnel, j'ai fait comme, waouh, c'est donc bien compliqué construire un chalet. Dynamiter le puits. Fait que, bref, la question de pourquoi choisir Occupation Double, parce que selon moi, un projet de construction de chalet, c'est un projet familial. Puis c'était stratégique pour nous d'aller cibler le jeune, l'adolescent, la fille ou le garçon qui est dans le salon, qui écoute OD, qui a entendu son papa parler au dimanche soir lors du souper familial, qui voulait construire un chalet. Ça leur plante donc tu parles d'un plan de 10 ans, donc ça leur plante un seed là, ah, OK, ça existe. Donc, peut-être ça m'intéresserait de potentiellement rentrer là-dedans ou investiguer ce type d'investissement-là dans le futur. Pire que ça, Ryan, quand on est à Occupation Double, comme en ce moment, la moitié de nos visites, c'est des jeunes avec leur papa, leur famille, qui viennent puis qui disent « On vous a vu à Occupation Double grâce à notre fille, puis on veut se construire un chalet pour la famille, puis montrer à notre fille comment ça fonctionne. » C'est rendu vraiment un besoin de société de montrer rapidement à nos enfants comment marche la vie, parce que malheureusement, sans juger notre système scolaire, c'est pas l'école qui va t'apprendre à faire un budget, à te sortir de la merde quand ça va mal. Tu sais, c'est difficile, la vie. L'école te montre juste comment compter Pythagore, tu sais, la base, comment écrire, puis c'est important, mais la vraie vie est vraiment plus difficile, puis ça prend beaucoup plus de compétences aujourd'hui pour s'en sortir, surtout avec l'intelligence artificielle qui va détruire, du moins remplacer beaucoup d'emplois. On s'en va dans un monde de plus en plus difficile, puis je pense que les parents sont consciencieux de ça, puis ils veulent aider leurs enfants à se créer un patrimoine plus rapidement. Donc, restons sur ton projet de chalet locatif. Donc, parle-moi un peu de c'est quoi ton offre au public, dans le sens que vous avez des packages ou est-ce que vous allez leur permettre de construire. C'est chalet locatif, là, ou est-ce que c'est chalet aussi résidence secondaire? Les deux. Donc, ils peuvent décider. Est-ce que la plupart de ta clientèle, c'est plus pour utilisation personnelle ou pour location court terme? Bonne question. Je te dirais que 70% sont plus en utilisation, location à court terme. Mais on a un 20% là-dedans qui est beaucoup de snowbirds, baby boomers qui ont vendu leur maison à Montréal. Ils viennent acheter un chalet ici. Ils restent dans leur chalet 6 mois par année. Fait que, ils voient la famille, les enfants. On n'est pas loin. On est à 1h15 de Montréal pour le domaine Pine Hill, par exemple. Puis l'autre 6 mois, ils nous le mettent en gestion parce que notre concept, c'est qu'on développe les terrains, on construit clé en main ton chalet, puis on offre la gestion locative. Entièrement. 100% géré, comme si tu achetais un condo en Floride sur le bord de Walt Disney. Tu fais rien, c'est eux qui s'en occupent. Tu n'es pas obligé, par exemple. Tu sais, c'est des choix qu'on donne aux clients. Tu pourrais le gérer toi-même, mais si tu n'as pas le temps, vous allez offrir le service. Donc, pour un frais, à voir si la rentabilité et tout ça. Exact. Fait que, 20% de ma clientèle, puis c'est en train de grossir, c'est des gens qui viennent 6 mois par année. L'autre 6 mois, ils vont en Floride. Puis là, au lieu de stresser à « Oups, j'ai-tu fermé l'eau? Je vais-tu me faire défoncer ma porte? » Ben nous, on est là pour s'occuper de leur propriété. Entre toi et moi, il n'y a pas de rentabilité si tu l'utilises 6 mois par année. Mais ça paye quoi? Ben, ça paye tes taxes. Ça paye le temps que tu n'es pas là. Mais oui, ça paye tes frais. Ça leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie parce que ça paye une partie de leurs frais. Fait qu'eux peuvent profiter pour faire plus de croisières, voyager, profiter de la vie. Cette compagnie-là, elle existe, comme tu gères ça, chalet locatif, depuis combien de temps? C'est vraiment drôle parce que c'est ta 5e saison, 55e émission. Puis on va fêter nos 5 ans en janvier prochain. Donc, tu as quand même traversé différents. Dans les dernières 5 ans, juste en taux d'intérêt économie, on s'entend qu'on a vécu les montagnes russes là, de taux d'intérêt à son plus petit de 1,2, 1,3 à son pic en haut de 6 6,25, 6,5 De retour maintenant entre deux, là, mettons en moyenne 4, là, aujourd'hui un peu moins. Ça a baissé là, le taux directeur hier à 2,25. Le taux directeur était à 2,25, mais le taux hypothécaire, là, à cause que le taux directeur, c'est le taux directeur. Le taux hypothécaire à peu près 4 aujourd'hui. Donc, un peu moins, un peu plus. J'ai connu avant pandémie, pendant pandémie, le pic de la pandémie, puis l'après-pandémie, on n'est pas mal. Là, on retourne dans des taux que je qualifierais de standard. Mais tu es meilleur que moi pour dire si on est dans le standard présentement. Pour les gens qui achètent un chalet locatif, purement locatif, ou qui veulent l'avoir à temps partiel, comment tu as géré
comment tu as géré ces hauts et ces bas? Comment ça a affecté, premièrement, la demande de chalets locatifs, les frais, la gestion et surtout l'augmentation des frais d'hypothèque et de desservir la dette là, au niveau de l'hypothèque. C'est sûr que pour les gens qui faisaient ça, ils achetaient ça à 6,25, là, qui ont pris un taux de 3 ans ou 4 ans, ou 5 ans même, selon le conseil reçu. À 6 c'est pas la même gestion que quand tu l'as acheté à 1,25 Donc, T'as raison. est-ce que tu vois qu'il y a des pertes en cash flow pour ces gens-là? Comment vous avez géré ça? Est-ce que ça a été un stress au niveau de ces clients-là? Parle-moi un peu de quand ça allait bien, quand c'était plus difficile au niveau de la rentabilité. Comment vous avez vécu ça et comment vous avez géré un peu le stress des clients, les attentes? Oui, exactement. 100%. Écoute, Ryan, nous, ce qu'on vend, c'est de l'immobilier. Tu sais, je vends des terrains, je vends de la construction clé en main. Puis on est les seuls en passant à vendre un prix forfaitaire de construction. Il n'y a pas d'extra dynamitage, il n'y a pas d'extra tout court, tout est inclus. Là, du quartz à ta thermopompe, à ta borne de recharge électrique. Fait que, tu sais, on s'assure de rendre ça simple pour le client. Maintenant, quand il nous demande des conseils en gestion locative, puis qu'il nous présente son budget ou qu'on regarde avec lui ses chiffres, on explique à nos clients que s'il veut acheter un chalet locatif, il faut qu'il y ait une vision de 10 ans. Si tu as une vision 1 an, c'est un peu comme dire la bourse cette année était bonne. Good. Tu regardais l'année passée, elle n'était pas si bonne. Fait que sur une vision 10 ans, c'est comme ça qu'on gère les attentes en disant écoute, tu achètes un chalet pourquoi? Pour être riche demain matin, tu n'es pas à la bonne place. Je veux dire, investir au casino, tu vas avoir beaucoup plus de chances de perdre ou de gagner. Si tu es là pour investir du capital que tu possèdes, c'est-à-dire que tu le places en immobilier, c'est ta mise de fonds en soi, on fait une transaction ensemble, puis ton but, c'est que dans 10 ans, ça devienne une partie de ton fonds de retraite parce qu'on, essentiellement, Ryan, puis je ne suis pas planificateur financier, puis là, je le martèle, je le précise, mais là, je vais te parler d'opinion. Selon Statistique Canada, les gens de 55 à 65 ans en moyenne au Québec ont combien, selon toi, dans leur compte d'épargne, tout confondu, là? CELI, REER, compte chèque. Combien? Moi, je te dirais 5 000. 120 000. 120 000. Moi, je vois 5. Moi, j'ai beaucoup plus noir. Là. Eh ouais, t'étais comme... moi, je pense que écoute, l'article qui est sorti il n'y a pas long à Castanet, de c'était quoi, le Journal de Montréal ou la presse, qui est sorti que 50 des Québécois sont à 200 $ de l'insolvabilité. Oui, j'y crois. C'est fou. Donc, quand tu me demandes ça, je pense que je dois être à 5 000 parce que si tu es à 200 $ d'insolvabilité, tu ne peux pas avoir 120 000 $ en épargne. Mais au moins, il y a 120 000. 120 000, mais au moins, on s'entend quand toi et moi, la retraite, là, ce qu'on vend dans la société, le mot retraite est lié à 65 ans. Fait que, puis selon moi, puis là, je vais parler un peu d'opinion, le régime d'épargne retraite du Québec, sur lequel vivent des centaines de milliers de Québécois présentement, ça ne durera pas 20 ans. C'est le système le plus déficitaire au Québec après le système de la santé. Fait que cette affaire-là, c'est comme sur le bord d'exploser. Fait que eux, tous les fonds de pension là, au niveau actuariel, ça marche c'est plus. Problématique actuellement. Donc, avec 120 000, peux-tu prendre ta retraite? Non. La réponse, c'est non. Fait que si je avec regarde 2 millions, tu vas avoir de la misère. Avec combien? Avec 2 millions, tu vas avoir de la misère. Avec l'espérance de vie, si tu as 40 ans aujourd'hui, tu vas avoir épargné. Puis là, malheureusement, comme vous pouvez valider les chiffres, là, je vous invite à le faire. Mais mettons, tu as 2 millions de dollars. Tu as 40 ans aujourd'hui, puis tu as 2 millions à l'âge de 65 ans. Juste ton espérance de vie actuarielle, là, tu vas vivre entre 98 à 105 ans. Il n'y aura plus de pension gouvernementale. Disons que ces systèmes-là vont tomber. Disons qu'ils vont tomber. Donc, 2 millions de dollars étirés sur 40 ans, là, selon la gestion et selon comment les marchés vont évoluer également, là, en assumant que les marchés sont encore relativement stables, qui est à questionner. Même ça, c'est difficile. Bon. Donc, imagine le 120 000. Donc, je viens juste de dire que on est beaucoup plus, je vais le dire, c'est mon podcast, dans marde que... on est beaucoup plus dans marde que les gens croient. Et puis, les gens devraient commencer très jeunes, un peu comme tu parles d'investir, très jeune et très rapidement à penser à qu'est-ce que je vais faire pour pallier à ça, qu'est-ce que je vais faire pour investir, pas à 55 ans, là, pas à 45, à 25. Mais Ryan, tu l'as dit, ils doivent commencer à se dire qu'est-ce que je dois faire pour assurer ma sécurité financière et arrêter de croire que le système va prendre soin d'eux. 100%. Au contraire, mon grand-père, que je nommerai pas par respect, vit avec 24 000 net par année. Qu'est-ce que tu fais avec 24 000 net par année? Puis ça, c'est sur le régime actuel. Il vit correct, modestement. Il a payé sa maison. Fait que, tu sais, la morale de l'histoire, c'est nos clients, on leur explique que c'est une vision 10 ans. Si tu regardes le marché de 2 ans versus 10 ans, c'est pas la même game. Sur 10 ans, mes fonds de placement ont généré à peu près du 9,4 %. On espère qu'on va avoir toujours un taux moyen de 8 % dans les 50 prochaines années, mais ça, on ne le sait pas. Mais le passé, on le connaît. Fait que c'est un peu la même game. C'est de dire,
sais, tu vas payer de plus en plus d'hypothèques dans les 10 prochaines années et donc, tu vas payer de plus en plus de capital, tu vas capitaliser. Fait que le chalet, comme la maison est plus un passif qu'un chalet, selon moi, mais devient un fonds d'épargne forcé, va prendre de la valeur à travers le temps. Vas-tu doubler ou augmenter de 50 on ne le sait pas, mais si on se fie aux 50 dernières années, ça devrait doubler. Donc, basé là-dessus, si je me fie encore une fois à mon persona type, qui est mon voisin, on prend des bières ensemble, on a du fun, il a pu prendre sa retraite confortable, jouer au golf en Floride. Pourquoi? Il a acheté 2 maisons locatives. Lui et sa femme avaient 250 000 de côté. Il a vendu les 2 maisons locatives 20 ans plus tard qui étaient payées. Ça lui a donné 1,5 million à peu près. Fait que, tu sais, la retraite aujourd'hui, selon moi, là, le meilleur véhicule que tu peux avoir, c'est d'investir en immobilier parce que cumuler de l'argent, c'est énormément difficile avec la vie. Tu as besoin de trouver une façon de remplir 4 silos, là, que ce soit REER, CELI, non enregistré et immobilier. On pourrait rajouter assurance là-dedans selon assurance VPFI, l'argent qui te reste. Là, si tu veux faire des stratégies, assurance ou protection, là, parce que c'est des stratégies en assurance, mais là, il faut que tu sois dans encore je vais sacrer, dans le fuck you position un peu là, pour les stratégies d'assurance. Là, c'est beaucoup d'argent. Là, donc, c'est réservé à l'élite encore, les PFI. J'en ai pour 15 millions qu'on vient de signer récemment. Oui, mais il faut que tu aies le cash pour. 500 000 de primes par année. Personne qui écoute le show, personne, excusez-moi, mais c'est du 0,1 Exactement. Là, puis ça, c'est un autre problème dans les médias sociaux, c'est que tu prends des conseils souvent de gens qui créent des affaires que tu devrais faire ça, mais c'est parce que fais attention, là, si ces personnes-là ont 200, 300, 500 000 à jeter sur des stratégies par année, le Québécois moyen, là, s'il y a 5 000 ou 10 000 qu'il peut épargner par année, c'est déjà beaucoup plus que la majorité. Là. On est d'accord. Et à long terme, très difficile d'épargner, dont le problème principal, c'est que tout le monde me dit coupe, puis sauve plus par année. Mais à un moment donné, si je suis à salaire, je fais mon salaire, je paie mes factures, je paie toutes mes dettes. À la fin de l'année, il ne m'en reste pas beaucoup. Donc, you need real life assets, world assets pour essayer de. Pour que l'argent travaille pour toi, au final, d'une certaine façon. Parce que la seule chose que je dis, puis ça, je le verbalise dans tous mes podcasts, dans toutes mes conférences, la seule chose que je sais, c'est qu'on, comme tu l'as dit, je vais reprendre tes mots, on est dans la merde. Fait que basé là-dessus, le gouvernement fait quoi chaque année pour couvrir des dépenses qu'il n'est pas capable de payer? Il imprime de l'argent. Ouais. En fait, le gouvernement le BOC imprime de l'argent pour racheter des obligations gouvernementales. Donc, l'inflation, c'est un beau mot pour dire on imprime de l'argent. Donc, on dilue la valeur de l'argent depuis 1971, depuis que c'est plus relié à de l'or. Fait que basé là-dessus, pourquoi ton immeuble prend de la valeur? Il n'en prend pas. Ça prend plus de piastres pour acheter la même brique. Fait que c'est l'argent qui dévalue. Au contraire. Essentiellement, tu protèges, tu utilises l'inflation comme trampoline. On est d'accord. La morale de l'histoire que je dis souvent à mes amis, mes clients, etc., sans conseil financier, c'est mon avis personnel. T'es mieux d'investir dans comme les gens qui ont shorté le Bitcoin récemment. Investis dans ce que tu sais qui va aller mal pour que toi, tu puisses gagner, versus dans j'espère que ça va aller bien. Au final, l'inflation est un fait et selon moi, très loin de disparaître. J'ai pas de boule de cristal, mais je veux dire, on est d'accord avec ça. Le jour où, puis mes clients me disent souvent ça, c'est drôle, puis même mes amis, puis nos employés, on fait des lunch and learn. Ils me disent, Anthony, qu'est-ce qui se passe si le marché, mettons, l'inflation s'effondre, la dette s'effondre? Je dis, ton problème rendu là ne sera pas d'avoir acheté un PFI, un chalet locatif ou un triplex. On va être complètement fourré en termes de société si ce système de Ponzi-là s'effondre. Fait que, est-ce que ça peut tenir longtemps? Je ne le sais pas. Je ne suis pas économiste. Je n'ai pas envie de l'être. Moi, ce que je prône, c'est d'aider les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de... Tu sais, c'est facile de vendre des chalets à 1,5 million. Moi, je me bats tous les jours pour vendre des chalets à 300, 400, 500 000 qui sont accessibles, qui sont finançables. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se payer un chalet à 1,5 million. Puis pourtant, la personne qui a le plus besoin... vous avez plusieurs options là, sur vos offres. Là. Vous avez des chalets, plusieurs chalets en dessous de 500 000, des chalets de 300, 400, 500, 600, 700. On en a de 300 à 550. C'est au client de choisir. C'est au client de choisir. Qui lui convient. C'est ça qui lui convient. Là. Donc, donc, on s'entend que tu ne peux pas avoir un chalet de 700 000 au prix de 300. Là. C'est à toi de décider de regarder les prix et de choisir qu'est-ce que tu veux. Là. J'adorerais me payer une Ferrari au prix d'une Tesla, mais c'est juste pour qu'on positionne ça. Là. Souvent, les gens ils entendent qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Oui, mais pire que ça, Ryan, les gens me disent, Anthony, c'est-tu plus rentable un gros chalet? Non, c'est rentable proportionnellement. Tu vas faire moins de revenus, tu vas avoir moins de prêts. Tu vas faire plus de revenus, tu vas avoir plus de prêts. Fait que, je veux dire... Achète ce que tu peux t'acheter, puis utilise-le comme levier éventuellement pour pouvoir t'acheter autre chose. Combien d'immeubles tu possèdes, toi, mettons?
Moi? Ouais. Assez. Ah, ben c'est ça. Assez. C'est une bonne réponse. Assez pour que je ne veux plus en gérer. J'en ai assez ici. T'en as assez là, mais Ouais. je veux dire aussi, tu es confortable. Tu n'as plus le Ouais. stress financier qu'on appelle la liberté financière, qui est un autre mot pour dire, regarde, l'épicerie, je ne check plus, je suis bien, je suis correct pour mes enfants, ma famille Ouais, est exactement. protégée. C'est ça. Les gens à la maison doivent se dire, est-ce que j'en ai assez? Si la réponse est non, tu dois passer à l'action pour Exact. faire quelque chose, whatever ce que C'est tu ça. fais. Choisis qu'est-ce qui fonctionne. Tout le monde est différent. C'est vraiment important de comprendre c'est quoi tes capacités à générer de l'argent. Que ce soit tes travailleurs autonomes, mais tu as des capacités peut-être différentes qu'un salarié. Là. On s'entend salarié, tu ne peux pas décider l'année prochaine de faire 500 000 versus un travailleur autonome, tu as un peu plus de... Ou des compagnies, tu as peut-être t'as l'option de prendre le risque de le faire. Ryan, je suis d'accord, mais pas d'accord. Puis je vais aller loin dans cette question-là. On y va. Let's go. La plupart de mes amis, ma mère, ma famille, ma femme, que j'adore, qui me supportait tout le long, me disent Anthony, pourquoi tu travailles 120 heures semaine dans toute ma vingtaine? Moi, je suis rentré dans le marché, j'ai commencé à 16 ans en entrepreneuriat, mais à 20 ans, j'ai dit je scrape ma vingtaine. Je la sacrifie. Je la scrape pas, mais je la sacrifie parce qu'à 30 ans, je vais avoir 10 ans pour consolider ce que j'ai construit, les risques que j'ai pris, puis je peux me permettre aujourd'hui de prendre ma retraite, mais mon but, c'est de la prendre à 40 ans, puis là, de profiter de la vie, avoir accompli ce que je voulais accomplir, qui est de mettre de protéger ma famille, de les mettre confortables, puis qu'il n'y ait pas à se soucier de ça. Jusqu'à là, tu fais juste défendre mon point, mais continue. Je défends ton point. Le point, c'est quand les gens viennent me voir et me disent Anthony, moi, je gagne 60 000 par année, je peux rien faire. Ouf. Et tu peux tellement faire de choses. Ils peuvent rien faire au niveau de cet emploi-là. Tu peux travailler 120 heures, mais c'est pas dans ton contrat. Oui, mais tu fais juste dire exactement ce que je viens de dire. Là. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses autre chose. C'est pas en attendant des augmentations de salaire de ton employeur ou en travaillant 120 heures, en étant payé juste pour 40, en espérant de monter l'échelle. Oui, tu vas monter l'échelle, mais tu sais quoi? Il y a juste un CEO pour une compagnie, il y a juste un VP senior. Avant que tu te rentres dans le C-suite, il y en a juste 10 personnes dans le C-suite sur des compagnies de 10 000 employés. Là. Donc, tu es mieux d'acheter des billets de loterie là, si tu penses être CEO d'une compagnie. C'est très, très rare là, que les gens montent cette échelle-là. C'est les plus talentueux. Pas que les gens ne sont pas talentueux, mais tu te bats dans un pool. You're fighting in a red ocean. Donc, tu sais, c'est... Mais le pire, Ryan, c'est que les gens ne se battent pas. C'est là que je ça, c'est un autre problème. C'est le problème de la société. J'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent Anthony, aide-moi, check mes finances. Je leur dis, je ne suis pas planificateur financier, mais ça va me faire plaisir de regarder ça et de donner une note comme notre ami PC Jolicoeur sur Internet, mettons. Mais je regarde ça et je suis comme, good. As-tu du temps? OK, tu as du temps. Parfait. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu joues au soccer? OK. As-tu des enfants? Non. OK. Mon seul conseil, va te chercher une deuxième job. Prends 100% de ce salaire-là. Grind. Oui, c'est chiant, mais investis cet argent-là intelligemment. Fais-la travailler. Après, tu vas sortir. Il n'y a pas de job. Je dis ça aux gens qu'on embauche dans nos compagnies. Il n'y a pas de job ou pas d'opportunité où est-ce que si tu grindes pas, tu vas devenir riche. Là. Je m'en fous combien d'Instagram ou de clients OF que tu penses regarder en ligne. Là. J'ai eu un invité qui était OF ici, là, puis je te promets, elle fait beaucoup d'argent, mais elle travaille. Elle travaille. Ah ouais, on peut avoir des opinions sur le type de travail. Ça, je mets ça de côté. Mais le modèle est toujours le même, peu importe dans quelle industrie, même si tu vends de la drogue, ça qui est hautement pas suggéré. On ne vous conseille pas ça. Mais ces gens-là travaillent. OK? La réponse, c'est you have to grind even when you're a criminal. Donc, il n'y a pas de job où est-ce que tu vas travailler 25 heures, 10 semaines de vacances puis devenir millionnaire, malheureusement. À part si tu es un chose fun baby, puis bonne chance. Je vais te ramener au chalet. Je deviens excité. Je vais te ramener au chalet locatif parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, un horizon de 10 ans. Je suis d'accord avec toi. Mais on s'entend que il faut gérer les attentes des gens qui investissent. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Et ça, c'est vrai pour chalet à location à court terme, autant que location à long terme. C'est que les gens vont souvent, la mise de fonds de ça va provenir normalement d'un refinancement d'un actif qui ont déjà normalement leur maison. Pour la plupart, il y en a d'autres que les statistiques le démontrent. Donc, il y en a d'autres qui peuvent l'épargner, mais c'est dur d'épargner 20 Si tu achètes un chalet de 500 000 puis tu as un terrain là-dedans aussi, là, avoir 100 000 pour mettre 20 de mise de fonds, là, c'est difficile. À part si tu ne mets pas 20 de mise de fonds, puis là, c'est parce que tu t'achètes une maison secondaire pour l'occuper, pour le vivre dedans. Puis si tu le changes en chalet locatif après, tu as fait une déclaration frauduleuse. Puis en ce moment, il y a des gens qui se font debanked. Donc, ça prend le 20 Oui. Donc, si tu as 500 000, ça prend 100 000 dépenses. C'est juste de dire que les gens ont 55 ans puis ils ont juste 120 000. Puis ça, c'est normalement des REER. Donc, on s'entend qu'ils vont aller chercher où leur mise de fonds? Bon, fait que c'est une bonne question. Puis moi, je crois
fermement, puis c'est vraiment, c'est pas un conseil financier, mais je crois fermement que ça va doubler au moins pour les 10 prochaines années, puis qu'après ça, on va avoir une belle croissance immobilière. Fait que si le chalet que je vends aujourd'hui, comme tu dis, à 500 000 plus taxes, donc 575 000 exactement. Plus le terrain. Mettons, incluant le terrain. Je suis capable aujourd'hui de te vendre un chalet tout inclus. Là, on va l'arrondir à 600, maintenant. OK, on va le round up à 600, ça fait 85 000 de taxes, règle du pouce, mettons. OK, fait que c'est 685 000. 120 000 mises de fonds. 120 000 mises de fonds. Tu as tout à fait raison. À peu près, encore une fois, il faut que tu calcules la mise de fonds sur les taxes. Oui, 120 000 mises de fonds plus les frais de transaction, les frais de toutes les... t'as les taxes aussi là-dedans. Fait que vas-y à 600, mettons, comme tu dis, arrondi taxine. Fait que 120 000 de mise de fonds. Il double dans 10 ans, il vaut 1,2 million. Tu as capitalisé, etc. Si je me trompe, il est à 900 000. Oui, dans 10 ans, c'est bon. Tout dans 10 ans, pas tout, mais la vaste majorité des investissements sains dans 10 ans vont payer. Mais il faut te rendre à 10 ans. La question, c'est comment je trouve le 120 000. Comment que je commence, là, c'est ça. Parce que souvent, c'est ça, les gens sont comme, OK, c'est beau, dans 10 ans, là, je suis d'accord. La plupart des gens vont être d'accord. Puis la plupart des investissements, même si tu vas avec des titres ou des equities ou des affaires qui sont relativement sécures dans les marchés, dans 10 ans, tu as des bonnes chances d'avoir un rendement qui n'est pas pire. On peut argumenter sur les... Mais en général, tu vas t'en sortir. Oui. Mais il faut que tu aies l'argent pour commencer. Là. Donc, l'immobilier, 120 000, selon toi, les gens... Je te dirais que l'avantage du chalet locatif, c'est que depuis, en fait, le feu dans le Vieux-Montréal, il y a 2-3 ans déjà, le gouvernement a statué que le Airbnb est une activité commerciale. Fait que là, je te parle pas de commencer à dire que c'est une fausse seconde résidence, on fait pas ça. Okay? Mais si tu mets ton 20 % de mise de fonds, fait que tu refinances ton équité sur ta maison. Oui, mais réponds à la question, tu as besoin d'une maison. Le 120 000, it's not going to appear out of the sky. Tu as raison, donc, c'est pas magique. C'est ça. Donc, déjà là, il faut que vous avancez, il faut que vous ayez au moins le 120 000, mettons. Mais, mettons que tu as une marge ou quoi que ce soit, n'oublie pas que tu vas récupérer tes taxes. Dans ton 600 000, tu vas récupérer un 80 000 de taxes à peu près sur ta construction. Je règle du pouce, je n'ai pas refait le calcul devant toi. Oui, parce qu'il est dans un pool de location contente dès le départ. Là, donc, dès le départ. Donc, vu que, selon le gouvernement, c'est une activité commerciale, comme ce local-là, qui est un local commercial, les améliorations locatives, qui est la construction de ton chalet en soi pour faire une activité commerciale par la suite, ben, tu peux réclamer les taxes sur les dépenses de cette amélioration locative-là. Fait que, dans le fond, les taxes de construction de ton chalet, tu ne paieras pas de taxes sur le terrain, puis les taxes de construction de ton chalet, à peu près, mettons, 80 000, 75 000, mettons, pour la fin de calcul, tu vas les récupérer. Fait que les personnes qui ont des marges ou qui ont du love money sont capables de dire, regarde, je mets 120 000 sur la table, je récupère 75. Fait que le vrai calcul net que je dois avoir, c'est grosso modo, mon Dieu, je suis pas rapide à matin, pas pris de café, 45 000. Fait que 45 000 qui va rester dans le projet par la suite. Fait que, tu sais, calculer un rendement sur 45 000 de mise de fonds, c'est quand même facile. C'est quand même facile. Est-ce qu'ils sont tous rentables? La réponse, c'est non. Ce serait complètement stupide. Il faut l'avoir à 120 dès le départ avant de les récupérer. On s'entend. On est d'accord. Fait que là, je t'amène ailleurs. On reçoit 100 à 150 leads par semaine. Okay? Puis on a un centre d'appel qu'ils appellent internalisé. On qualifie nos clients avant de rentrer dans le processus. Fait qu'on est d'accord que ce n'est pas donné à tout le monde qui nous écoute d'avoir 100, 150 000 de mise de fonds disponibles pour faire un projet. On crée des pools de partenariats. Ce n'est pas à nous de faire les partenariats. Ce n'est pas notre rôle. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on organise 4 événements annuels où on les rassemble dans une pièce ensemble, où on les informe sur comment fonctionne le partenariat. Donc, ça pourrait l'acheter en groupe. Bien sûr. Puis c'est le futur de l'immobilier. Je veux dire, comment qu'à Vancouver, je vends une dôme 2,5 millions pour 2 façons. Je la finance sur 100 ans, c'est quasiment du bail amphithéotique, puis on cède la dette d'une génération à une autre, ou on l'achète à 4 familles. C'est un peu ça. Trouver une façon de commencer avec une autre famille, puis peut-être éventuellement bâtir assez de valeur pour que tu commences à aller seul, éventuellement. Donc, start somewhere, c'est ta réponse. Exactement. Parce qu'à la fin de la journée, ben, de faire quelque chose versus ne rien faire, c'est toujours une meilleure façon de faire. Ça hedge ton risque aussi, c'est plusieurs, là, mettons. Là. Oui. Selon toi, sur les chalets qui commencent, combien sont break-even jour 1? Écoute, là, c'est parce que ta réponse, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Si tu me parles du marché, il y a beaucoup de chalets dans le marché qui sont self-managed, qui sont gérés par eux-mêmes. L'enjeu là-dedans, c'est que demain matin, moi, je veux dire, je ne suis pas skieur professionnel. T'sais. Fait que si je commence, je vais être vraiment moins bon que mon CFO qui, lui, a fait du ski, mettons, professionnel dans les ligues paralympiques, pas paralympiques, là, mais nationales. Mais c'est normal de perdre dans une business. Qu'est-ce que j'essaie de venir à mon point, là, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent faire de l'argent le jour 1, mais tu as parlé de 10 ans. Il faut aussi avoir assez d'élasticité pour être capable de survivre et d'apprendre. Si tu achètes un immeuble, c'est comme commencer une business, right? Tu achètes des revenus, tu as des dépenses, tu as de la gestion d'être humain, tu as un produit, tu as du marketing, c'est littéralement une business. Les gens souvent ne le voient pas comme ça, mais dans une business, quand tu commences une business, ta première business, ça fait que tu fais de l'argent la première année? Probablement pas. Exactement. Tu as grindé, tu as appris, tu as frappé des murs, tu saignais, tu continues. Mais souvent, je pense que les gens, ils prévoient pas un fallback position dans le sens que, OK, les premières années, tu risques de perdre. Donc,
assure-toi d'avoir un peu d'argent de côté pour être capable de survivre ces années-là. Là. Il y en a plein que moi, je vois des milliers de clients par année au niveau des structures de dette. Puis souvent, le problème, c'est qu'ils mettent 120 000, mais ils n'ont rien d'autre. Après ça, there's no fallback. Attends, oublie pas, ils récupèrent leurs taxes. Fait que, nous, on ne dit pas à un client qui n'a pas 120 000 d'aller de l'avant, dans le sens que si tu as 120 000, good, tu vas récupérer 75, ça va être justement ton coussin que tu n'auras pas besoin à 100 mais pour la première année. Mais la vraie réponse à ta question, c'est quand ton chalet est bien géré par une gestion locative compétente. Puis dans le marché, malheureusement, il y a... Disons bien géré, là. Je parle de bien géré parce que ça, tu peux en parler. Parce que les gens qui le gèrent eux-mêmes... Exact. Mettons ceux que nos toi, chiffres, tu gères. Là, c'est à peu près 50-50. Je vais avoir 50 qui vont perdre la première année, 50 qui vont être break-even. Mais on ne vend pas l'idée de faire du profit la première année. Non, mais il faut que tu t'assures qu'ils ont un peu d'argent de côté. Est-ce que vous avez un processus pour dire, écoute, la première année, tu risques d'avoir des pertes? Parce que c'est normal, tu es en business. C'est quoi votre niveau de stress test pour être sûr que les gens sont bien encadrés là, pour vous? Là. On éduque nos clients. Nous, le processus investisseur, c'est un processus qu'on développe depuis maintenant 5 ans en 11 étapes. Puis le client ne peut pas sauter une étape. De la préqualification financière qu'on y recommande, puis des fois ils le font, des fois ils le font pas, ça dépend de ton projet. Mais tout le reste, la stratégie qu'on fait avec eux, c'est toutes des étapes obligatoires pour justement s'assurer que le client est réellement qualifié. Nous, ce qu'on veut, c'est des histoires de succès. C'est pas d'envoyer quelqu'un dans la mauvaise direction. C'est pour ça que les gens achètent chez nous. Et qu'ils soient réalistes. Et qu'ils soient réalistes. Puis au-delà de ça, j'ai beaucoup de clients qui me disent pourquoi je n'achète pas le terrain sur du proprio, il est 20 000 moins cher. Du proprio, tu n'auras pas de conseil en construction. Tu vas finir par le payer le 20 000 dans un extra de construction, de toute façon, avec ton entrepreneur. Troisièmement, tu n'as pas d'accompagnement. Quatrièmement, tu n'es pas dans un domaine où il y a des activités intégrées, où il y a beaucoup plus de prise de valeur, comme on le voit à Tremblant, par exemple. Des plans d'implantation. Tout ça, là, ça a une valeur. C'est un peu ça. Fait que je te dirais que la plupart des clients, ce qu'ils achètent chez nous, c'est l'expérience au-delà du produit. Ils achètent le service derrière. Fait qu'on a des stress tests, on les révise à chaque année, on s'assure de donner la bonne information au client, dépendamment de son projet. Des fois, il écoute pas là, on s'entend. Il y a toujours des gens C'est un peu là, je m'en vais. La vérité, c'est qu'on va te dire qu'est-ce qu'on te recommande. On n'est pas planificateur financier, on te parle d'expérience, puis on te dit voici ce que selon notre pool de clients, ça va te prendre. Puis de là, lui, il part avec les outils, il refait ses calculs plus pessimistes, ça y tente. Après ça, ce qui m'écoute, j'ai eu des clients, là, puis c'est drôle, Ryan, parce que tu as fondé Planiprêt, puis je peux compter là, sur 1000, mais j'exagère, là, mais plusieurs mains, le nombre de clients qui m'ont dit « Anthony, c'est beau, je fais 200 000 par année. » Tu arrives après ça, tu le présentes au courtier, le courtier il pose des questions, ça marche, on est préqualifié, tout est beau. Arrive au moment de passer à l'étape construction ou même à l'étape d'acheter le terrain, de passer au financement, soit l'approbation et non la pré-approbation, c'est complètement différent. Là, on lui demande de se baisser les culottes et de montrer ses chiffres. Ouais, finalement, je fais plus de 200 000 par année. Je reçois ça en lousse de ma compagnie de construction. Puis dans le fond, je me déclare juste 24 000 pour ne pas payer d'impôts. Mais c'est un classique de client. Là. Puis moi, je mets le blâme sur le client, c'est sûr, là, qui ne comprend pas, qui fait des fausses déclarations, souvent à cause que soit il est ignorant ou soit qu'il veut juste pas... il veut juste pas comprendre, bien paraître. Il veut pas être vulnérable. C'est l'ego. C'est l'ego. Et que dans le domaine hypothécaire, dans le domaine de financement, que ce soit les banques ou les courtiers, c'est mon opinion, la vaste majorité ne font pas leur due diligence. Dans le sens que, avant de tu rentres dans un projet, fie-toi pas sur ce que le client t'a dit, parce qu'il y en a beaucoup que je fais 200 000, puis finalement, OK, mais attends, envoie-moi tes T1, envoie-moi tes avis de cotisation, envoie-moi ton package au complet, on va analyser, envoie-moi tes états financiers. Finalement, le revenu qualificatif, là, il est 34 000 finalement. Là, je comprends pourquoi tu m'as dit 200 dans ta tête, je comprends, là, mais au niveau des banques, qu'est-ce que toi tu penses, puis qu'est-ce qui est la réalité au niveau du financement, c'est deux choses complètement différentes. Là. Puis, il y a une responsabilité que les banques qui est souvent que les banquiers, ils s'en lavent, ils disent « Ah, mais le client m'a déclaré ça. » Ouais, mais t'as-tu validé? Le client m'a déclaré ça. Oui, mais ils le font souvent pas parce que les clients, ils n'ont pas leurs documents à portée de main. Ouais, mais toi, on a des dossiers préfaits, toute sa coche, mais... Je comprends, ils n'ont pas les documents, mais est-ce que toi, tu vas vendre une maison à quelqu'un qui dit « Ah, inquiète pas, j'ai pas mes documents » ou tu vas lui dire « Envoie-moi les documents. » Envoie-moi les documents. Nous, on n'a pas le droit de demander des documents. Mais dans le sens que le contrat, est-ce que vos contrats, quand vous vendez un terrain, est-ce que vous faites signer un contrat puis un document puis tout est encadré puis ils signent ça avant que... Ou est-ce que tu fais juste dire « OK, je te le vends. » Non, mais c'est la conformité. Exact. On s'entend, c'est la même chose du côté financement. Là. On va pas juste dire, OK, oui, tiens, ta préapprobation, bonne chance. Il n'y a pas de système derrière les préapprobations hypothécaires ou les analyses qui tiennent les gens qui les font responsables. Il y a ça, mais Ryan, c'est que les gens ils pensent qu'une préapprobation, ça a de la valeur. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Ça a autant de valeur que la personne qui l'a fait.
Exactement. Donc de s'il y en a 60 qui ne sont pas bons, tu peux attacher la valeur au conseil que tu as eu. Bravo. Mais au-delà de ça, moi, ce que je conseille aux gens qui nous écoutent, c'est soyez vulnérables devant vos experts. Je veux dire, ton fiscaliste, ton comptable, même ton courtier hypothécaire. Exact. Lui, il ne jugera pas. Il va te dire quoi faire pour le bien de toi, puis de ta famille, puis de ta vision. Ça va se savoir. 100%. Ça va se savoir. Comme tout le temps, ça va se savoir. La banque n'a pas besoin de savoir ça comme si tu étais en position de négociation. Je comprends. Le public, là, ça, c'est une affaire que j'essaie de leur dire. C'est fou. Souvent, là, je leur dis, écoute, tu demandes 300, 400, 500, 600 000. Là. Reverse le rôle. Là. Mettons, tu es assis, toi, tu es là, tu as 600 000 dans ton compte bancaire. Moi, je suis assis en avant de toi, puis je te dis, écoute, j'aimerais avoir le 600 000, emprunte-moi ça. Puis toi, tu me dis, mais avant de te l'emprunter, j'aimerais voir quelques documents. Et je te réponds, tu sais quoi, non, tu n'as pas besoin de voir ça, donne-moi le 600 000. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ça marche pas. Tu vas m'envoyer chier, c'est sûr. C'est pour ça que la banque. Poliment, quand même. Ben, poliment, là. Non, mais on est en podcast. Hein. On peut sacrer. C'est rare que je peux sacrer tous les jours. Mais ma femme dit arrête, Ryan. Tu sais, c'est space. Donc, mais c'est ça. Écoute, c'est un bon point. Donc, vous faites du stress testing aux clients, puis c'est important qu'ils comprennent un peu le fait qu'ils doivent être. On leur donne des outils. C'est à eux après de faire le due diligence. C'est important pour tout le monde de faire leur due diligence pour être sûr que it's not a dream. Là. Ça ne va pas arriver par miracle. Là. Vous devez être extrêmement diligent puis extrêmement organisé. Puis ça va arriver, ça va bien arriver si vous êtes bien organisé. Comme toutes les choses dans la vie, j'imagine. 100%. Puis notre phrase fétiche avec nos clients, c'est la première chose qu'on fait dans une rencontre explo, qu'on appelle en interne une rencontre exploratoire, c'est dites la vérité. La vérité, ça paye. Puis j'aime mieux te dire, tu ne pourras pas le faire, ton projet, que de commencer à te dire, de te faire miroiter que ça va fonctionner parce que tu ne m'as pas donné les bonnes informations. Puis notre CFO dit souvent garbage in, garbage out. Si tu me donnes du mauvais data, il n'y a rien à faire. Ouais. Puis au-delà de ça, Ryan, tu as dit tantôt comment les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas 120 000 ou 100 000, mettons, là, qui a un projet de base, là, avec un chalet de qualité supérieure qu'on appelle 2 chambres à coucher et tout ça, comment que les gens qui n'ont pas 100 000 peuvent investir? On a décidé, nous, il y a 2 ans, de partir notre propre division de financement. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Fait qu'on finance nos clients. Fait que, le client qui a 25 000 de côté, ben moi, je finance la différence sur son terrain. Là, tu vas me dire, Anthony, son terrain, il ne génère pas de revenus. Tu as raison. Mais je finance la différence sans qualification de crédit. Moi, je regarde ton portrait, mais mon but, ce n'est pas de te juger. C'est de te dire, voici ce que tu dois faire pour qu'une banque traditionnelle te finance plus tard. Puis maintenant, ton défi, c'est dans les 2 à 5 prochaines années. Ça. Donc, il achète le terrain, tu lui finances, il acquiert le terrain, puis après ça, tu lui donnes un plan où est-ce que pour qu'il arrive à un point où est-ce qu'il va être capable de financer. Un peu le rent to own, mais pour le terrain. Comme location achat, mais rent to own, mais terrain. Exactement. Puis là, tu me diras si j'ai raison avec toute ton expérience en financement. Le but du client dans sa stratégie, c'est de payer son terrain. Fait que là, on veut qu'il aille chercher une autre source de revenus. On veut qu'il claire son terrain. Oui, parce que ça va être sa mise de fonds essentiellement. Donc, fait qu'on aide les gens à rentrer dans le marché. L'injection d'équité est la valeur du terrain lorsqu'on arrive au point. Et avec l'augmentation, avec les projections, il faut faire attention, là, mais avec les projections d'augmentation de valeur de terrain, avec le fait qu'il repaye le terrain, la combinaison de ces 2 facteurs-là sur un échéancier de, mettons, 2 à 5 ans devrait donner la mise de fonds nécessaire ou au moins l'équité nécessaire pour exécuter la transaction. Après ça, le client va devoir avoir un fallback pour frais de transaction. Il y a plein de choses qui vont arriver durant Donc, c'est important qu'il y ait un buffer aussi, mais à eux de... Au pire, ils ont un terrain qui a une valeur. Qui est illiquide. Donc, encore là, faire attention parce que les terrains sont illiquides, mais tu as quand même une valeur. Là. C'est quand même très bon. Mais à la fin de la journée, tu aimes mieux l'avoir dans un terrain, dans un immeuble que dans ton compte de banque. C'est beaucoup plus facile à dépenser dans ton compte de banque ou dans ton compte de placement quand ça va mal. Fait que, je dis souvent que l'immobilier, c'est un compte d'épargne forcé. C'est un investissement en soi, mais c'est un compte d'épargne forcé. Et selon moi, les gens qui ont de la misère à gérer leurs finances, je veux dire, on a tous peut-être un syndrome de dépensier, puis là, il y a tout le temps une urgence. Cache-la, cet argent-là. Il ne faut plus que tu y penses. C'est un peu ce que tu fais avec ton REER. Tu ne peux pas y toucher, ton REER FTQ. Oui, mets-toi dans une position que l'argent ne reste pas dans le compte bancaire. What stays, leaves. Donc, c'est clair. Ce qui est le fun, c'est que sur 2 à 5 ans, on est capable d'aider nos clients à acheter un terrain, mettons, à 100 000 avec seulement 25 000 de mise de fonds. Il claire dans 3 à 5 ans. Ce terrain-là vaut 135, 150. J'ai un terrain que j'ai vendu en 2022, 77 500. Aujourd'hui, il est évalué à 135 000. Ça reste quand même une augmentation de valeur d'équité de 55 000. Hedged against inflation. Exact. Ça t'a hedgé en plus. Au pire, ça t'a hedgé contre l'inflation. Exactement. L'achat de terrain, je sais, j'ai plus que 2 000 $. Donc, ça, on s'entend que Luc Poirier dit l'argent est dans le terrain. Acheter du terrain, c'est rendu rare. C'est rendu rare. Exactement. Il n'y en a pas plus. Il n'y en aura pas plus, à part si Elon Musk, il y a son way, puis on
on va avoir la Lune ou Mars. Tu t'en viens avec moi sur Mars. Tu as réservé ton billet toi aussi. Ouais, c'est ça, une chose à la fois. Nice! Hey, on a des points communs. J'ai une question touchée, puis j'aimerais ton opinion. C'est pas quelque chose qui sort de ton expertise, mais c'est un peu parallèle, qui s'attache un peu à ce que vous faites. Tu as mentionné tantôt que les achats de chalets à location court terme, ça a été reconnu comme une activité commerciale. Une activité commerciale. Donc, on s'entend que l'immeuble est en activité commerciale. Oui. Selon toi, les gens qui acquièrent ces chalets-là, il y en a combien qui sont dans du financement commercial? Zéro. Très peu. J'exagère. Excuse-moi, je vais reprendre mes chiffres. On va couper ça au montage. La vraie réponse, je te dirais à peu près 25 %. Mais là, je veux juste te dire c'est quoi du financement commercial selon moi. Ouais. C'est que le 25 % que je te parle, c'est des gens qui vont financer un prêt personnel en société de gestion. C'est pas un prêt commercial, c'est un prêt résidentiel dans une coquille Inc. pour simplifier le partenariat, mettons, de toi à moi qui achètent un chalet ensemble. Ouais. On se partage les dates, on se partage les profits, les dépenses, tout ce qui vient avec. Ouais. Fait que du commercial, c'est rare. Mais commercial, le financement commercial, c'est assez large comme enveloppe. Là. Mais si tu achètes sous une corporation, puis c'est une maison qui va générer des revenus, puis ces revenus-là vont être taxables. Ça reste un prêt personnel en société de gestion. Tu n'es pas dans un financement résidentiel. Tu n'es pas dans une qualification résidentielle avec une banque. En fait, tu ne devrais pas l'être. En ce moment, c'est ce qu'on fait. Puis, pas vous, mais c'est ce que les banques font. C'est ce que les banques font. Ouais. Exact. On est vous ne faites pas de financement. Non, on fait pas de financement. C'est pour ça que faut faire attention. Là, c'est ça. Vous ne faites pas de financement, mais les banques font ça. Pourtant, les banques disent en financement résidentiel, ils ne financent pas de la location à court terme. Selon toi, comment que tu mets ces deux choses-là ensemble? Je te dirais qu'en fait, le vrai enjeu, c'est pas qu'ils ne financent pas de location à court terme. Le vrai enjeu, c'est que la location à court terme est plus nouveau que les gens pensent. Les gens sont comme Airbnb existe depuis longtemps. Je m'excuse, le chalet locatif est en expansion depuis 4 ans. C'est un marché très nouveau, très récent, qui, selon moi, a beaucoup de potentiel parce que si les gens ne peuvent plus s'acheter une maison dans 10 ans puis dans 20 ans, ils ne pourront non plus pas s'acheter de chalet. Mais les êtres humains, à la base... Le potentiel est là. C'est pas un argument. J'essaie juste de voir la contradiction parce qu'on a une vingtaine de clients en ce moment qui ont reçu une lettre en disant que malheureusement, vous devez vendre votre propriété. On a fait une vérification. Vous êtes en location court terme. Vous avez déclaré que c'est un chalet occupation. Ah ouais. Vous avez 1 an. On ne vous renouvelle pas. Et vos comptes bancaires, tout, on vous ferme. Ils font une vérification. Donc, un client, ça, c'est là. Ça arrive, c'est live. Donc, les banques, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est que si le financement a été créé dans une structure résidentielle, pas de déclaration de location au court terme, ils font une vérification, surtout lorsque le dossier est assuré. Assuré voulant dire que la banque a acheté une assurance. La banque a acheté une assurance sur l'obligation hypothécaire. Donc, ça ne veut pas dire que le client a payé en ACHL. C'est que la banque l'a mis dans un portfolio assurable. La banque a une obligation maintenant de vérifier dans la prochaine année si la propriété est d'utilisation location à court terme. Ça ne correspond pas à l'obligation hypothécaire, le pool de risque, ça a été vendu. Donc, le client se fait avertir et on doit sortir ça du pool et ça doit être financé. And the bank has to hold it on its balance sheet, which they don't want to do. Donc, c'est là, ça commence à être extrêmement, de plus en plus commun. Les clients appellent en disant que nous, on ne l'a pas financé initialement. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai reçu une lettre de ma banque qui ne me renouvelle pas. Puis en passant, mes comptes bancaires, je ne peux plus être avec cette banque-là. Je fais quoi? C'est un enjeu incroyable en ce moment, puis parce qu'ils ne veulent pas en avoir. Pourtant, c'est rentable, pourtant, ça rentre, pourtant, c'est quand même résidentiel. Il serait correct. Donc, si je le vends, si je le loue pour l'hiver pour 90 jours, je suis correct. Mais si je le loue pour moins de 31 jours, je ne suis pas correct. Exact. You understand the contradiction. Donc, du côté bancaire, c'est un peu comme... Le problème des banques, c'est qu'ils ne parlent pas les bras, ne parlent pas à la jambe. Le département de vente dans les banques où les gens sont frontline, eux autres vont faire des prêts, ils veulent faire des prêts, ils veulent faire rentrer des prêts, pas de problème. Puis là, après ça va du département dans la trésorerie, puis dans tout ce qui est la titrisation, puis tout ça, puis le légal. Puis après ça, eux autres, ils reviennent en arrière, puis ils disent attends, là, ça marche pas. Là. Pourtant, comme the entry is not doing what the brain is saying. C'est fou raide. C'est là. Mais Ryan, il faut vraiment qu'on parle du problème qui est, selon moi, la société ou la compréhension des banques par rapport au chalet locatif. Mais ils sont perdus. Ça n'a pas de sens qu'ils le refusent encore aujourd'hui. Puis on trouve avec nos partenaires bancaires des moyens pour permettre à nos clients d'y accéder. Mais juste revenir sur 2 faits. Ouais.
Premièrement, pourquoi nous, le groupe Investir, on est en chalet locatif? Parce que le locatif est juste une façon de rendre accessible le chalet et l'investissement en chalet, point final. C'est-à-dire qu'un client qui s'achèterait un chalet tout court, qui va coûter, mettons, 7 000 par mois, s'il l'achète non locatif. Tu ne seras pas là à plein temps. Tu ne seras pas là à plein temps anyway. C'est cher à maudit payer 7 000 pour un chalet, tu vas être là. 4-6 semaines par année. 8 semaines, c'est beaucoup. Là, c'est énorme. Comme moi, mais avec. J'ai un terrain au lac supérieur où est-ce que je veux construire, ben on n'a pas construit. Et la raison, c'est que je parle à ma femme et nos enfants, je ne vais pas construire une gigantesque propriété pour être là 8 jours par année, là, parce que c'est pas mal ça en ce moment avec des enfants. Donc, il faut trouver un autre moyen. Et moi, je ne veux pas faire de la location court terme, donc je ne le fais pas parce que pourquoi je vais débourser tout cet argent-là à chaque mois pour avoir une place qui sert à personne. Donc, les gens vont dire, OK, c'est une bonne façon. OK, je vais acheter. Puis pendant que je ne suis pas là, ben, j'ai une compagnie qui est réputable, qui va être capable de faire ce travail-là pour moi. On est d'accord avec le modèle. C'est juste que le modèle a besoin de partenaires autour qui comprennent comment ça marche. Puis j'ai mon feeling, c'est qu'ils sont tous perdus. Là. Ben, ils sont moins perdus. Mais encore moins, c'est pas perdu. Là. Mais écoute, ma mission de vie, Ryan, est là-dedans. Parce que je crois fermement à ce modèle-là. Puis je vais juste l'appuyer même dans le modèle résidentiel. Quand les maisons continuent de monter comme en ce moment, les gens, ce qu'ils font comme mon meilleur ami qui n'était pas capable de s'acheter une maison, puis pourtant, le gars, il gagne 200 000 par année, ben, il a acheté une maison avec un bachelor. Pourquoi? Parce que le locataire du sol... exact. C'est le même principe pour un chalet locatif. C'est le même concept, bed and breakfast, sauf que tu n'es pas dedans quand le locataire est dedans. C'est de partager du temps. C'est, je dirais pas du time sharing parce que c'est mal réputé, mais c'est un peu ce concept-là. C'est de rentabiliser des plages horaires vides ou de l'espace vide. Donc, de là, nous, ce qu'on fait avec nos partenaires bancaires, que je nommerai pas, mais tu peux les imaginer, je passe... Il n'y en a pas 40 au Canada. Il n'y en a pas 40 au Canada, mais tu sais, je rencontre là, autant d'un tour à bureau à Montréal, les sièges sociaux, des VP, des directeurs de produits. Notre but, en fait, puis quand je parle à ces gens-là haut placés, leur enjeu, c'est qu'il n'y a pas de stabilité dans le marché du chalet locatif en termes de revenus. Donc, ils ne considèrent pas les revenus parce que c'est vraiment le même chalet géré mal va générer une perte de 50 000 tandis que l'autre a un profit de 20 000. C'est drastique, la différence. Oui, c'est ça, exactement. Là. Donc, on travaille à créer un module PPE parce que le PPE, exemple, qui finance le frier, ben, lui est basé sur la structure, le modèle de le frier, qui, lui, est inégal. Quand tu dis PPE, donne l'acronyme parce que les gens qui écoutent... un financement petite entreprise. Le programme Petite entreprise du Québec, c'est garanti à 85 % par le gouvernement. Fait que, la banque, ce qu'elle recherche, c'est de prêter de l'argent qui est assuré, soit par la SCHL, soit par... Par une genre de garantie où est-ce qu'ils sont moins à risque. Exactement. Fait que le PPE... Programme gouvernemental, la SCHL, etc. Il y a Adian, je ne sais pas trop. Il y en a plein d'assureurs. On connaît juste la SCHL. Sagen, CG, Canada Guarantee. Donc, il y en a plein. Fait que la banque, là, elle, ce qu'elle veut, c'est bridger son risque en soi. Puis quand il n'y a pas de risque, c'est là que tu passes. Ou quand il y a moins de risques, selon eux. Et donc, on travaille sur des programmes un peu plus créatifs pour considérer les revenus. Le problème, quand je parle à ces banques-là, c'est qu'ils me disent, Anthony, il faut que tu trouves une façon de nous garantir ces revenus-là. Un peu comme quand tu vas signer IW. Bien, IW Canada va cautionner le franchisé. Fait que moi, mon but à terme, ma vraie mission de vie, ma vraie vision derrière ça, c'est d'essayer d'encadrer ça. Puis mon équipe à l'interne, ils me disent souvent, Anthony, pourquoi on perd 500 000 par année avec notre gestion locative? Je leur réexplique à chaque fois parce qu'on investit dans le futur de ce projet de parc-là. C'est difficile d'être rentable en gestion locative en laissant le profit aux propriétaires. D'où pourquoi, exemple, des projets qu'on n'aimera pas de condo hôtel prennent 51 %. Pas juste eux autres. Les grosses pistes de ski dans le coin de Québec que tu peux imaginer, 51 % de frais de gestion obligatoires. C'est impossible d'être rentable à 51 %. On prend 20 % de frais de gestion, des fois même 15 la première année pour aider nos clients. Ce que ça fait, c'est que c'est nous qui prenons le risque. On vient absorber cette perte-là en soi, dans le but d'avoir un pool suffisamment grand. À terme, on vise 500 chalets sous gestion. Pour démontrer la viabilité d'un revenu stable. Parce que tu essaies de démontrer avec du LLM, Law of Large Numbers, LLM, essentiellement une stabilité au niveau des revenus en allant cherchant assez de données pour démontrer Et c'est possible. Puis le secret que j'essaie d'inculquer à mes clients, c'est arrête de penser que ton chalet doit être personnalisé puis que genre c'est chez vous puis là tu chiales à chaque fois qu'il y a une petite graphique sur le mur. C'est un investissement immobilier avant tout. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Je comprends que tu vas y aller 8 jours par année ou 8 semaines par année. C'est ta mission, c'est bon, mais entre-temps, le client, lui, mettons que le client qui vient me dit écoute, je veux acheter un chalet, je vais le louer à part-time, viens me voir, je vais l'acheter sur mon nom personnel, j'ai la mise de fonds, j'ai tout ça, mais j'ai besoin des revenus pour qualifier.
Ils ne considèrent pas les revenus. Ils ne considèrent pas les revenus, sauf si tu dis que ton intention, c'est de le louer à ils ne considèrent pas pareil. Ça prend 2 ans longtemps. d'historique. Ça ne fonctionne plus. Exactement. J'en finance 10 par semaine. C'est ça, exactement. Mais il y en a, là, on ne parle pas de ton réseau, là, mais on parle aussi dans le marché, il y a des chalets qui existent, là, que le client peut juste acheter directement. Oui. Puis le client va dire, OK, mais non, mais je vais le louer à long terme, right? Il y a des courtiers ou des banquiers qui vont dire, dis qu'on va le louer à long terme. Mais si le client-là, premièrement, ce chalet-là, il n'y a pas de taxe pour commencer quand il l'achète. Exact. Et ça va être transformé, il va avoir la taxe à la vente, donc c'est un enjeu à considérer. Et l'autre aspect, c'est que quand il apparaît sur tous les Airbnb, les locations à court terme, Chalet Québec ou toutes les affaires qui existent, bien, le client a dit à la banque qu'il allait le louer à long terme. C'est pas loué à long terme, ça. Donc, c'est là où est-ce que vous n'êtes pas là-dedans. Non. Mais pour la plupart des clients qui nous écoutent, là, ils viennent pas, ils achètent des chalets locatifs sans expérience, sans bon conseil, avec la désinformation. C'est dangereux. Puis que ce soit sur des groupes, que ce soit Imo Facile ou d'autres groupes, là, they talk about this as if it's just like, yeah, no worries. Just declare that, you're good to go. And then, so, what's the solution? La solution, c'est de vérifier ton information. Il faut, tu sais, il y a tellement de désinformation, autant dans les médias traditionnels qu'on nommera pas aujourd'hui que dans les médias sociaux. Je veux dire, juste l'histoire de François Lambert avec Sora qui fait des vidéos drôles en ce moment avec les AI qui ont l'air tellement réalistes, te prouve à quel point tu peux penser n'importe quoi. Ah ouais. Tu sais, fait que ce que tu vois n'est pas vrai. Va vérifier, va consulter une deuxième personne, mais va pas consulter. Tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai des clients qui nous ont donné ce que vous m'avez dit là, pour le financement avec telle personne, de telle personne qu'on t'a référé, qui est un banquier, ne nous donne pas de conseils, on réfère à la bonne personne. Je l'ai vérifié avec un autre courtier qui me dit que c'est pas vrai. J'ai dit, oui, mais l'autre courtier a financé combien de chalets? Je respecte l'autre courtier, mais il n'y a pas la qualification pour en parler. Fait que, tu sais, va parler à. Tiens, voici une liste de gens là, qui ont déjà fait du chalet locatif. Va leur parler. Puis sinon, ben, trouve-en un dans une banque qui a fait. Tu sais, chaque sphère de l'investissement immobilier, il y a des spécialistes là-dedans. On va parler de Peter Quinn, un solide en commercial. Peter Quinn, commercial. On est d'accord, mais si tu parles de financer des maisons à 500 000, il ne sait pas, lui, c'est pas ça sa game. Sa game, c'est du gros volume, c'est des gros projets compliqués. Fait que chaque personne a sa spécialité. La morale de l'histoire, c'est aller double vérifier votre information. Puis là, c'est qui les pires personnes pour vous valider? Selon moi, actuellement, les médias. Je veux dire, honnêtement, il y a énormément de désinformation dans les médias. On voulait parler de ça, oui, exactement. Le nombre de fois que les médias publient les affaires, puis que c'est complètement moi, là, je lis les affaires tous les jours, là, que ce soit sur des compagnies ou sur des individus, finalement, c'est les médias traditionnels. En fait, la misinformation, c'est partout. Traditionnel, pas traditionnel, médias sociaux, pas médias sociaux. Il faut triple valider tout puis prendre tout avec un grain de sel pour dire, attends, est-ce que c'est vrai? C'est quoi l'histoire? What's the other side of the story? 100%. Fais tes recherches toi-même. Tu sais, juste pour reprendre, il y a des écoles de formation qui sont très prestigieuses. MREX, par exemple. Mot facile en passant, il y a des programmes qui sont très bons de mon point de vue. Il y a des bons programmes là, partout. Là. C'est juste que dans n'importe quel bon programme, je sais, j'ai reçu, c'est Jocelyn, je pense. Ghislain Larochelle. Ghislain, oui, c'est ça. Je l'adore. Donc, il y a des bons conseils là-dedans, mais le problème, c'est que souvent, les gens vont payer 10 000 ils ont 10 000 en épargne, puis ils payent 10 000 pour avoir un coaching. Ils font rien avec. Ils font rien avec. Oui, puis entre-temps, tu aurais peut-être dû placer ton 10 000 dans un placement avant de commencer à payer 10 000 Comment tu vas faire de l'argent avec zéro? Là? On s'entend que c'est juste que... There's good and bad. J'essaie d'être nuancé parce qu'il y a des excellents problèmes qui existent, mais il y en a des mauvais. Il y en a des énormes mauvais. Puis à la base, ne pense pas que tu vas être capable de... Si tu savais le nombre de clients qui nous appellent en disant que j'ai fait un programme, je veux investir en immobilier. Ryan, OK, parfait, tu as combien de mise de fonds? 20 000. OK. C'est quoi ton plan? Mais j'ai fait un cours, puis je vais me trouver des investisseurs privés qui vont me prêter de l'argent pour acheter mon immobilier. Ça marche, ça? Ouais. Ben, moi, je veux dire, je viens de faire une transaction pour un 40 logements, j'ai mis 0 $ dedans. Oui. Toi, oui. Tu as une valeur nette de combien? Ouf, ça dépasse 100 millions. OK, bon. Donc, OK. Là, je parle de quelqu'un qui commence, qui n'a pas 1 000 $ dans un REER, puis il pense qu'il va se trouver un investisseur privé qui va lui financer un duplex locatif. Ouais. Si tu as un investisseur privé qui est assis sur 5 millions $, puis quelqu'un vient me voir et dit, ben, toi, tu veux que je te donne 100 000 ou 200 000, 300 000 pour acheter un immeuble locatif d'un duplex, pourquoi je te prêterais cet argent-là? Ouais. Donc, je parle pour le grand public. Là. Je ne parle pas pour le top 5 là. On n'est pas dans la même game. Là. Moi, je vais voir un investisseur privé, c'est sûr qu'il va me lancer 500 000 $ demain matin. Mais pour quelqu'un qui est un premier acheteur, it's tough. Je comprends. Mais tu sais... C'est un sujet très, très sensible parce que moi, je vois le pain là, dans les gens qui viennent puis ils se font dire des affaires. Oui, mais puis je suis d'accord avec toi, puis j'aime ça, c'est un bon débat sain, mais tu sais,
moi, aujourd'hui, mettons, le 100 millions, c'est des PFI, c'est des terrains, c'est des immeubles. Mais comment j'ai commencé? Puis je vais juste parler de Ghislain Larochelle. Moi, Ghislain Larochelle m'a ouvert les yeux énormément. Quand j'étais jeune, je donnais des conseils à ce gars-là sur les réseaux sociaux. Puis lui, en échange, il me donnait des conseils sur l'immobilier. Un jour, il m'a dit, je vais te montrer comment tu vas acheter ton local commercial parce qu'avec une de mes entreprises, qui était l'agence marketing que j'ai fondée il y a maintenant 12 ans, mais que j'ai roulé pendant presque 9 ans, j'arrêtais pas de me faire fourrer en bon québécois. C'est-à-dire que le propriétaire, plus j'avais du succès, plus il augmentait mon loyer. J'avais mal signé mon bail. On va se dire des vraies choses. J'en ai fait des erreurs dans ma vie. Fait que j'étais allé le consulter, j'ai appris, puis il m'a dit, check, voici ce qu'on va faire. Puis j'avais pas la mise de fonds parce que j'avais tout besoin de mon cash flow pour rouler. Je pense que j'avais 18-19 ans. C'était très, très jeune. Mon investissement immobilier a commencé vraiment dans mes débuts. Puis mon premier achat, c'était un immeuble. En fait, c'est un triplex. Mon premier vrai achat, c'était un immeuble commercial, mettons. C'est là que j'ai compris la game. Ton entreprise. Exact. Puis c'est là que j'ai compris le concept d'une balance de vente. Fait que cette transaction-là, te donne une idée, je l'ai faite avec 10 000 cash. Puis j'ai acheté un immeuble qui m'a coûté à l'époque peut-être 350, qui aujourd'hui vaut à peu près littéralement 750, 800 000. 100% financé, balance de vente. Exact. Puis pour une expérience, puis après ça, tu as refinancé dans le système bancaire classique. Là. Oui, ça fonctionne. Ça marche, mais these are unicorns. C'est excellent pour toi, mais il faut comprendre pour les gens qui nous écoutent, ça fonctionne quand ça fonctionne. Oui, mais je suis d'accord, mais pas d'accord. Je t'explique. J'ai un jeune qui est venu me voir. Okay? Le gars, il voulait être stagiaire chez nous. Puis je dis tout le temps non. Mais celui-là, j'ai dit oui. Je sais pas pourquoi. Son discours était vraiment bon. Puis j'en reçois 10 par semaine. Il est sharp. Il vient, puis je dis parfait. Moi, j'ai une liste de maisons. Il faut que tu ailles cogner aux portes. Il faut que tu ailles les convaincre de me vendre leur maison. Okay? Fait que là, je l'ai formé pendant quelques semaines à faire ça. Puis il cogne aux portes. Tac, il me revient avec des deals. Attendez, on a eu celle-là, on a eu celle-là. Puis je donnais une commission à chaque fois qu'il en pognait un, qui convainquait une cliente ou un client de nous vendre sa propriété. Puis pour te mettre en contexte, c'est des maisons qui sont sur des terrains beaucoup trop gros dans un secteur en redéveloppement. Ouais, en gros, je prends une maison, je la démolis, je fais 6 terrains. Fait que le client est content parce qu'il reçoit 200-300 000 de plus que la valeur de sa propriété. Mais moi, je me base sur le terrain. Fait que je suis aussi gagnant. C'est une transaction win-win parce que je peux subdiviser puis faire 6 nouvelles petites maisons. Dans le développement... Voilà. C'est bon pour le logement aussi. On a besoin de logement. Donc, on est d'accord. On frappe plusieurs on frappe plusieurs besoins de société. On est d'accord. Fait que de là, puis surtout, ce qui m'a inspiré, c'est que le jeune en question, il m'a permis d'économiser 10 heures de mon temps par semaine. Je l'ai coaché, je l'ai formé. Puis là, quand il a eu fini ce projet-là, il me regarde, je fais quoi maintenant? Je dis, maintenant, ce que tu fais, là, c'est que tu t'en vas faire ce que je t'ai montré de faire, puis tu vends des promesses d'achat. Tu prends ton temps, tu l'échanges contre de l'argent. Pourquoi? Parce que les gens comme moi, puis Ryan, puis toutes sortes de personnes dans la pièce ou ailleurs, n'ont pas le temps de trouver les bons deals. Des deals, il y en a partout. Crée ton deal. Tu as raison. Exactement. C'est ça. Tu as frappé sur le point. C'est exactement. C'est ça. Il faut que tu crées ton deal. Oui. Ouais. Mais toi, tu le dis, mais beaucoup de fois... Je le fais. Tu le fais, exactement. Mais il faut que les gens le fassent. Il faut que les gens comprennent que it's not going to just come to you. Non, quand tu arrives à me dire, OK, Ryan, trouve-moi des prêteurs privés. Non, c'est pas à toi de faire ça. Comme, va bosser. Là. Tu comprends? Va vendre 10 maisons, va démontrer ta valeur ajoutée, va faire... Encore une fois, mais je trouve que... En fait, mon point, c'est que je trouve que cet aspect-là n'est pas communiqué assez clairement au public at large. Que c'est pas juste comme... À cause que tu as l'information maintenant, quelqu'un va juste te donner 200 000 $. Il va falloir que tu trouves ton deal, il va falloir que tu construis quelque chose, il va falloir que tu mettes du risque, il va falloir que tu bosses, il va falloir que tu fasses toutes ces choses-là. Ça ne va pas juste arriver. Je suis d'accord. Right? Mais je reviens sur le fait, c'est où tu dois trouver ta bonne information, selon moi, d'avoir des mentors et d'écouter des gens qui ont déjà réussi dans la vie, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu regardes la personne qui a atteint ce que tu vas atteindre puis tu lui poses des questions. Puis ces gens-là sont beaucoup plus faciles d'approche, oui. Aujourd'hui, encore plus, on fait des podcasts, on donne de l'information. Je pense que j'ai fait 4000 vidéos sur les réseaux sociaux en 5 ans. Je le fais pourquoi? Ça rapporte $0 faire ça. Mais j'ai appris de cette façon-là. Give back. Exactement. Oui, d'accord. Fait qu'il y a de l'information. Écoute pas tout le monde, mais regarde les gens, tu sais, puis fais attention. Il y en a beaucoup aussi en immobilier qui disent, genre, j'ai 1000 portes, puis là, tu sais, ces gars-là n'ont rien, là, mais... Ouais, mais combien de pourcentage de 1000 portes, puis c'est quoi ton endettement? Là, moi, je sais. 1000 faut... portes, c'est comme les gars de hockey dans la chambre de hockey, là, how big is your dick, là, dans le sens que, like, you know, it's always 3 inches larger. Exact. Si t'as 2 de 1000 portes, t'as pas 1000 portes. C'est exactement. Là, comme on dit ça, là, je vais compter mon REIT, là, j'ai mis combien d'argent dans les REIT, là, je dois avoir de 10 000 portes d'abord. Tu sais, comme ça n'a aucun sens, là, c'est même pas proche d'être vrai, là. En réalité, like, I participate in large pools. 100%. C'est illiquid, by the way, donc faites attention. On est d'accord. Mais ton point, c'est où la bonne information?
Puis la vérité n'est pas sur ChatGPT, elle n'est pas dans les médias, elle n'est pas nécessairement dans tous les programmes de formation, mais Il faut aller chercher des conseils un peu partout et réfléchir et apprendre et être prêt à faire des erreurs. ben, mon vrai conseil, là, Ryan, là-dessus, là, c'est que j'ai décidé à l'âge de peut-être 18-19 ans de lâcher tout le cercle que j'avais à Sainte-Julie, dans ma ville natale, pour une raison. C'est les gens qui t'entourent qui vont faire de toi la personne que tu veux devenir. Fait que, tu sais, moi, ce que je conseillerais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est recréer votre cercle. Entourez-vous de gens qui sont ce que vous voulez être. Donnez-leur de la valeur, ils vont vous en donner en échange. Puis, tu sais, au-delà de ça, là, le plus important, là, c'est que la dernière personne qui fait partie de ton cercle, on les aime, là, mais ton pire conseiller alentour de toi, là, pire que tout, là, c'est ta famille. Ah, ouais. Puis c'est vraiment triste de dire ça, là, ouvertement, mais Ça. ils vont tous te dire, ton père, ton grand-père, ils vont tous te dire, fais pas ça, c'est risqué. Écoute-les. On généralise, hein, des fois, non, mais Ah. il y a toujours une personne dans la salle. Non, mais moi, mon père m'a vraiment... OK, oui, mais Good. mais on parle en général. Mais j'entends trop, je dirais un cas par semaine de clients qui me dit, mon cousin me dit que, good, il fait quoi dans la vie, ton cousin? Ton Ouais, cousin, c'est parfait, il travaille chez Petro-Canada. Mon comptable. Ça, c'est le classé. Mon comptable m'a dit c'est une bonne idée. Ton comptable, il fait quoi? Ben, il travaille chez KPMG. OK. Il est salarié? Ouais. OK. Puis, as-tu investi en immobilier dans la vie? Non. OK. Moi, je suis toujours drôle, le côté comptable en passant. Il y a des excellents comptables, là, ça n'a pas rapport, mais je trouve juste drôle que ce métier-là en particulier, ils ont beaucoup d'opinions sur beaucoup de choses qui ne touchent pas. Et je trouve ça particulièrement drôle des fois, là, que ton comptable t'a dit que de ne pas prendre un taux variable aujourd'hui. OK. Ton comptable, il fait quoi exactement? Là? Il est économiste aussi ou il comprend où est-ce que l'inflation s'en va, il comprend la politique monétaire, il comprend le risque géopolitique, les finances publiques. Veux-tu que je te confie? J'ai des questions, oui. moi. Peut-être il a raison, mais j'aimerais 100%. entendre son opinion. Mais souvent, c'est de dire, mais finalement, je disais ça parce que je trouve que c'est trop risqué le variable. OK, mais c'est trop risqué la variable. C'est trop risqué de conduire un auto parce que tu pourrais rentrer dans un accident. Là. Je sais pas, c'est tellement simpliste comme analyse. Là. Exact. Il n'y a Est-ce pas que de je passe fait. là-dessus? Là, Mais 100%. Je sens que ça t'allume, mais il faut que je te conte une anecdote. Est-ce que je peux? Oui. Je suis dans le début vingtaine, puis c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je transforme mon cercle. Puis je vais vous donner le mécanisme que moi, ça ne s'applique peut-être pas à vous, mais j'ai appliqué pour construire mon cercle d'aujourd'hui qui me permet d'être la personne qui je suis. Parce que c'est pas moi le succès aujourd'hui de mes entreprises, c'est l'équipe. Puis l'équipe partage encore plus la passion pour la vision que moi aujourd'hui. D'où pourquoi je l'appelle plus mon équipe, c'est notre équipe. On est ensemble, puis on travaille tout le monde dans la même direction. Mais je m'en vais voir une banque avec une coupe de 100 000 à placer. Puis là, je suis assis devant, puis je ne la nommerai pas, mais je suis assis devant le conseiller, que je respecte beaucoup. Mais il me donne des conseils financiers sur ce que je dois faire avec mon argent. Puis une personne dans ma vie que je considère comme un mentor m'avait toujours dit, demande-leur de se baisser les culottes. Tu veux investir dans quelque chose que l'autre personne fait. D'où pourquoi j'ai pas mal conçu toutes mes entreprises basées sur mon besoin, parce que je suis le test ultime. J'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie, principalement sur moi-même. Genre, mon premier chalet, il est lettre, il a été mal construit, c'est pas grave. On est meilleur aujourd'hui, puis on en a fait des centaines. Fait que je reviens à ce cas-là. Fait que là, cette journée-là, c'est la première fois, je vais me rappeler toute ma vie, on se rappelle toujours des premières fois. J'ai dit, OK, parfait, j'aime bien ta stratégie de placement, tatata. Peux-tu me montrer ton portfolio d'investissement, tu sais? Là, il est comme un peu gêné de me le montrer, puis je pousse, puis finalement, je réalise que le gars, il n'a jamais investi une scène de sa vie pour lui-même. Là, j'ai dit, comment tu peux me suggérer de faire ça avec c'était 350 000, mon 350 000 que je vais investir, puis que toi, tu ne l'as pas fait. Fait que la morale de l'histoire, entourez-vous de gens qui l'ont réellement fait, mais demandez-leur. Puis le meilleur conseil en placement que j'ai eu de ma vie, c'est 2 personnes que je nommerai pas, mais un qui est mon contrôleur externe dans une firme, bref, style Big Four que tu viens de nommer, qui est Big Four, pour vous les nommer, c'est KPMG, Deloitte, etc. Puis j'étais en vacances en turquoise avec lui parce qu'on vient de vendre une entreprise pour plusieurs millions, puis on célèbre ensemble avec mon fiscaliste, mon comptable, mon avocat, puis c'était comme une journée de célébration. Puis j'y parle de mes fameux placements, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, toi, pour. Tu sais, je suis stressé. On dirait que tous les matins, il faut que je check mes affaires pour être sûr que cette action-là n'a pas droppé de 40 parce que l'autre a décidé de faire une niaiserie ou whatever. Il dit, Anthony, c'est simple. Tout ce que tu dois faire, c'est mettre 80 de ton argent dans l'SP500, puis 20 dans des dividend yield, fait qu'en gros, des actions bancaires qui donnent beaucoup de dividendes, de dividendes annuels trimestriels. J'ai dit, c'est simple de même. Je dis, montre-moi donc ton portefeuille. Il me l'ouvre. Le gars, sa maison, il paye cash. Son compte de placement, je ne te donne même pas le nombre de zéros que j'ai vu là-dedans. Le gars, il est salarié. On ne donne pas de conseils financiers, puis on n'a pas daté
Quand est-ce qu'il a donné cet avis-là? C'est ça. Mais il était capable de démontrer. Mais bon, écoute, je pourrais décortiquer ce point-là, mais bon. Tu as raison. Puis je dis pas que c'est la seule façon de se rendre là. Mais au moins, il était capable de dire, regarde qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. Oui. Donc, en fait, la meilleure chose ici, c'est regarde qu'est-ce qui fonctionne pour les autres, demande-leur de prouver que ça a fonctionné et là, pose sur la question, est-ce que cette formule-là va fonctionner pour toi? Et en date d'aujourd'hui, est-ce que cette formule-là est encore pertinente? On est d'accord. Donc, puis un marché, ça change. Mais si cette personne-là est capable de démontrer que ça a marché pour elle, ben moi, personnellement, j'essayerais plus de faire comme elle. Ça commence déjà mieux que... Puis ça te démontre une début de relation, puis après ça, reste connecté à cette personne-là. Pose des questions à tous les trimestres, puis as-tu changé tes affaires? Puis elle va se faire un plaisir de dire ce qu'elle fait, puis tu vas apprendre à travers ce parcours-là. Fait que pour moi, là, la bonne information, je l'ai trouvée de gens qui ont réussi différentes choses dans la vie, pas juste des entrepreneurs. Cette personne-là est un employé à succès, hyper intelligente, puis il a réussi à se mettre à l'abri financier, disons, pour les prochaines années pour ses enfants. Écoutez, demande de la preuve, validée. Toujours. Un conseil à donner, en fait, un conseil, mais aussi ton opinion, qui va être un conseil en même temps pour gérer les attentes de tous nos abonnés, les gens qui écoutent. Ouais. Est-ce que faire tout ce que tu as fait, les entreprises, le bossing, le travail, est-ce que c'était facile? Eh boy, est-ce que ce que j'ai fait, c'était facile? Qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que est-ce que tu as eu des moments difficiles? Est-ce que c'est parce que souvent les gens ils s'attendent pas au niveau de difficulté, au niveau d'obstacles qu'ils vont rencontrer. Ils vont en rencontrer, puis dans où est-ce qu'ils aillent obtenir de leurs conseils, surtout en médias sociaux, quand ils écoutent les gens, it all looks so easy. Ouais, mais c'est fou. Donc, la réponse, c'est it's not easy. En rétrospect, it seems easy. Donc, je comprends quand tu as hésité, parce que moi, quand je regarde en arrière, je suis comme, c'était pas si pire que ça, là, considéré, mais quand je me remets dans le moment présent, là, quand tu frappes des obstacles, il y en avait une couple là, que j'étais comme, c'est parce que ta réponse, c'est qu'avec notre parcours, tu évolues en tant qu'être humain. C'est beaucoup plus, c'est de la croissance personnelle, professionnelle. Tu apprends de tes blessures, de tes échecs. Mais est-ce que c'était facile? Je joue à la boxe à toutes les semaines. Je veux dire, il n'y a pas une semaine qui n'a pas un enjeu catastrophique. Là, puis catastrophique, ça dépend pour qui. Je veux dire, ton niveau de catastrophe est très relatif à la personne. Ton premier catastrophe, tu penses que c'est la fin. Puis là, ton deuxième était bien pire que la première. Puis là, quand tu es rendu à ton 200e, la première avait l'air comme rien. Là. Donc aujourd'hui, tu penses que c'était rien, ça. Mais c'est parce que sois pas trop dans le moment. Là, on est d'accord. Puis, je peux même vous en partager une vraie. Il y a quelques années, il me manquait 2 millions dans un projet. Puis, on était full leverage. Il nous manquait 2 millions. Puis, c'était pas un projet immobilier, là, c'était une entreprise là, de service. Puis, crème, ce matin-là, je me cassais le coco. Là, puis là, j'en parlais un peu à des amis qui me disaient, voyons, ton problème de riche. Non, c'est mon problème. Il faut que je trouve 2 millions d'ici telle date. Sinon, on a un enjeu catastrophique. Puis, je considère que, mettons, juste ce moment-là où je ne dormais pas de la nuit, ma femme me supportait, mais tu sais, je me rappelle avoir resté debout jusqu'à 3 heures du matin, faire des calculs dans un chiffrier, puis dire, OK, je pourrais refinancer telle affaire, l'injecter là, on fait une avance là, celui-là, nous vaut de l'argent. Puis j'ai fini par le trouver, le 2 millions, mais qu'est-ce que ça m'a rapporté? Bien, tout ce que l'école ne m'a pas rapporté, je l'ai appris de ces épreuves-là. Parce que, conceptuellement, une épreuve, ça te fait travailler ton cerveau stratégique, ça te permet de... C'est un peu comme un examen. Puis la question, c'est vas-tu abandonner puis te coucher en dessous de la table en pleurant ou tu vas te relever les manches puis te dire c'est pas la fin. Il faut que je trouve une solution. Puis tu vas finir par trouver cette solution-là. Puis comment tu réussis à le faire, c'est en étant résilient tout le temps, jamais abandonné, puis d'être entouré de bonnes personnes, c'est la clé. En anglais, souvent, ce que je vais dire, c'est que it's not that things don't work, it's that you give up. Ouais. Donc, c'est tout le temps ça. C'était arrêté. Tu étais à ça. Oui. Il te manquait ça. Regarde tous les grands joueurs sur la planète, Elon Musk, Jeff Bezos, tous des gens qui sont... c'est ça, il était à ça. Là. Il y a toute une histoire où est-ce qu'il était à ça, que ça ne marcherait aucunement. Il y en a bien plus qu'une. Ouais, mais au moins une, oui, mais au moins une qu'on connaît là, dans leur bio, ça, que c'était comme j'étais allé all-in, puis et que ça aurait pu virer. Et puis il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, je ne suis pas prêt à faire ça, je ne suis pas prêt à prendre ce risque-là. Et c'est correct. On respecte ça. Mais si c'est le cas, ben il faut que tu acceptes de l'autre côté que, ben, tu sais, with risk comes results as well. Donc, c'est de trouver ton équilibre personnel puis d'accepter de vivre à l'intérieur de ça. C'est surtout, Ryan, que si tu as abandonné, il faut que tu te remettes en question sur à quel point tu le voulais réellement. Parce que si tu veux réellement puis tu crois réellement à ce que tu es en train de construire, de bâtir, de faire, tu ne vas jamais abandonner. Ouais. Tu sais où tu t'en vas pour 5 ans, 10 ans, puis c'est là que tu t'en vas, whatever
Tu me fais parler en anglais, puis je parle très mal en Ah, non, anglais. c'est correct. aujourd'hui, On a whatever happens. 95% en français. Exact, j'adore. Faut que je pratique mon anglais. C'est très bon. Donc, pas facile, mais rester dans la game, un peu comme le Simon Sinek, le mindset, infinite mindset, comme il dit souvent. Là. Donc, c'est pas une question de gagner, c'est une question de perdurer, de rester dans la game, de continuer à jouer. Puis, c'est en continuant à jouer que des miracles peuvent arriver. 100%. Monsieur Gibault, merci d'être venu en retenue. J'espère que c'était pas si pénible. Vraiment pas. J'ai adoré. Je me ressens comme dans mon parcours scolaire, disons. Mais avec des conversations on a eu des bonnes discussions, hein? C'est intense, mais j'espère, écoute, je te souhaite beaucoup de succès. Le plus de succès qu'on rencontre dans la vie, le plus d'obstacles, et on va appeler ça des haters qui fassent apparition. Donc, lâche pas. Continue ton bon travail. Merci, Ryan. La mission est très importante, abordabilité immobilier et surtout enseigner et permettre aux Québécois d'avoir accès à des opportunités. It's a beautiful mission, donc on lâche pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.